Bon, alors, cette deuxième partie, c'est vidéo. On va vraiment parler d'Internet, en fait, pour la première fois depuis le début, puisque je vais même parler des lolcats. Mais vous allez voir. Donc, voilà. Alors, quand on parle aujourd'hui de la vidéo sur Internet, il faut quand même toujours essayer de garder le recul. La télévision reste le média vidéo principal. Voilà. Après, je vais vous le montrer tout au long, l'Internet est en train de percuter la puissance de ce média principal, hein, notamment parmi l'usage parmi les jeunes. Et l'Internet lui-même a déjà obligé les chaînes de télévision à modifier une partie de leur comportement, par exemple en mettant la télévision en replay. Rien qu'en durée quotidienne, hein, c'est 3h50 pour la télé, un peu moins pour les 15-34 ans. Quand les internautes, c'est 3 heures par mois pour regarder des vidéos. Oui, là, ça laisse quand même une distinction. Donc l'activité principale, bière, pizza, match de foot, ça reste quand même le critère numéro 1 de la relation à la vidéo. Alors à côté, ce qui est important de comprendre aussi, c'est l'environnement. Je vais faire quelques éléments d'environnement pour décrire un peu ce qui se passe dans la vidéo et Internet. Premier élément, c'est ce qu'on appelle la convergence. La convergence, c'est l'idée que les trois industries, que sont les télécommunications, les médias et l'informatique, tendent à converger systématiquement. Le problème, c'est que ces trois industries sont très différentes en termes de poids. Les télécoms et l'informatique, c'est très haut, les médias, c'est pas grand-chose, économiquement dans le monde. Hein. Tous médias confondus, du jeu vidéo à la télévision. Hein. En termes économiques, c'est à peu près un tiers du poids économique de ces deux autres gros acteurs. Donc, qui dirige la convergence? Certainement pas les médias. D'où le fait qu'elles le vivent comme une perte de leur responsabilité sociale et qu'elles font souvent de la résistance plutôt que d'accompagner. D'où le fait aussi qu'on retrouve des industries qui s'étendent sur toute la chaîne de valeur, c'est-à-dire qui sont des sociétés informatiques comme Google, qui en fait se lancent dans les télécommunications de plus en plus et qui deviennent des médias au sens où ils vivent de la relation avec la publicité en captant l'attention des autres. Je vais définir ici. Ben là, voilà. Les médias, principalement, leur économie, c'est de faire payer un tiers pour capter l'attention d'un spectateur. Ça n'a jamais été dit aussi clairement que par Patrick Lelay, le PDG de TF1, qui dans un petit livre sur Décrivez vos métiers, vous les patrons, a bien, comment dire, il a mis très clairement le paquet sur la table. Moi, mon métier, c'est de vendre du temps disponible, du temps de cerveau disponible à Coca-Cola. Donc, j'organise les programmes, les horaires de diffusion, le type de programme, etc., pour que mon annonceur s'y retrouve. Et ça se voit bien, ce n'est pas les mêmes annonces quand c'est un match de foot ou quand c'est une émission de divertissement. Ça ne s'adresse pas aux mêmes personnes, etc. Donc, l'idée en fait, c'est un marché très spécifique où celui qui paye n'est pas celui qui regarde. Et celui qui regarde donc on appelle ça une économie de l'attention, hein. Celui qui regarde doit être capté par la qualité de ce qui lui est proposé pour pouvoir accepter la publicité et donc le financement du tiers qui va payer. Il y a toujours un équilibre à trouver entre le bas de gamme, qui peut rapporter quand même de la publicité, mais qui va lasser l'usager. Si l'usager est lassé, il y a chute. Et donc, il faut faire un subtil mélange, et c'est là qu'est le métier des programmateurs de télévision, c'est de faire un subtil mélange entre la qualité, l'accès du public, le fait de le garder en haleine, le fait de, bon, c'est le rôle des séries, l'enchaînement des séries, le temps, par exemple, un sport comme le basket a été fait pour la télé.
avec la logique des temps, etc. Et on essaye aujourd'hui de réfléchir à comment est-ce qu'on pourrait modifier les règles du foot pour qu'ils soient plus adaptés à la télé. Certains disent qu'il faut faire 3 tiers-temps, par exemple, pour pouvoir placer plus d'inserts publicitaires, etc. C'est pas gagné, hein. C'est pas gagné. Alors, autre élément de repère qu'il nous faut avoir quand on va parler des médias et de l'attention, c'est cette logique de la longue traîne. Alors on appelle ça une distribution bibliothéconomique parce qu'en réalité les premiers à s'être aperçus de cette forme-là, c'est dans les bibliothèques, c'est l'usage des livres. Que veut dire ce graphique? En fait, en abscisse, on a le rang d'usage d'un produit documentaire, d'un média. Ici, on a donc les médias les plus lus, et on a leur fréquence de lecture. Donc, par exemple, supposons qu'on parle de la musique. Là-haut, on va avoir le premier au hit parade, donc avec sa fréquence d'écoute qui tient compte des rotations à la rapide sur les radios, du nombre d'auditeurs des radios, du nombre d'achats des disques, etc. Enfin, lui, il est très fréquemment lu. Et puis, de l'autre côté, ici, on a les documents qui sont très peu lus. Mais il y en a plein. Il y a énormément de documents, pour ça qu'on appelle ça la zone de la longue traîne, qui est tous ces documents qui vont avoir, ma foi, une audience très limitée. Parfois, c'est voulu. Un document scientifique n'a pas comme objectif d'être lu par des millions de personnes. Il a comme objectif d'être lu par les 20, 30 ou 50 personnes pour lesquelles ça va avoir de l'importance, c'est-à-dire qu'ils vont s'en resservir dans leur travail. Donc, et puis, entre les deux, on a une zone importante parce que je pense qu'on a du mal à agir sur la longue traîne. Parce que c'est toujours des économies très particulières. L'économie du document scientifique n'est pas la même que l'économie du cinéma expérimental ou l'économie de la musique contemporaine. Donc on est dans cette zone-là, il faut à chaque fois trouver des cas particuliers. L'économie de l'audience, elle n'a pas besoin, ça marche bien, merci pour eux. Donc quand on est à Blockbuster, quand on est dans la liste des best-sellers, quand on vient de gagner le concours, tout ça, on ne se pose pas de problème économique. Par contre, là où il y a possibilité d'intervenir, c'est sur la zone dite de la diversité culturelle, celle par laquelle des prises de position politiques peuvent changer les choses. Cas typique, en 91 ou 12, on a imposé des quotas de musique française sur les ondes des radios diffusées en France. Et ça a eu un effet énorme sur les capacités de vivre et de se développer de chanteurs et de groupes en France. Notamment, ça a participé de la création du rap français, qui est une forme très spécifique, mais qui a un très gros succès, vous le savez bien, donc musical. Voilà. Donc c'est important de comprendre ça, c'est que dans toute activité culturelle, on a une courbe de ce type. On appelle ça une loi de puissance. Et on a une courbe absolument de ce type. Il y a très peu de documents qui concentrent l'audience. Il y a énormément de documents qui sont lus par des gens. Voilà, ils finissent par en trouver une économie, mais bon. Et puis une zone intermédiaire sur laquelle on peut faire des décisions, pousser en avant, etc. Bon. Il y a une chose qui change avec le numérique, c'est que tous ces éléments de la longue traîne, dans le monde physique, ils prennent de la place. Ils sont lourds. Il faut les traîner, justement. Dans une librairie, vous ne pouvez pas avoir tous les livres dont il va s'en vendre un par an. Vous ne pouvez pas. Par contre, sur une étagère numérique, vous pouvez laisser tous ces ouvrages-là. Est-ce qu'il va s'en vendre plus pour autant? Bof. Toutes les études montrent que non, il ne s'en vend pas plus. Et ça ne permet pas plus aux producteurs de ces éléments qui ne sont pas rentrés dans le circuit commercial, c'est-à-dire soit la zone de la diversité culturelle, soit mieux encore pour eux, la zone de l'audience. Tous et les autres, ils ne vont pas vivre mieux du fait que ça reste sur l'étagère de Amazon ad vitam aeternam. Par contre, Amazon va s'en porter très bien. Puisque pour la plateforme, elle va prendre son pourcentage sur chaque vente. Et donc, plus il y a de livres sur l'étagère, plus il y a de micro-ventes. Même phénomène sur YouTube. Plus il y a de vidéos sur YouTube, et plus il y a de micro-ventes, à condition que YouTube arrive à valoriser
les micro-ventes, ce qui, depuis 10 ans que YouTube existe, est son débat permanent, la méthode permanente, et il n'a pas encore trouvé d'équilibre. Alors, du point de vue de la télévision, on a assisté, en fait, dans les 10 dernières années, à un véritable Big Bang, par une multiplication des chaînes, notamment la TNT, la télévision numérique, l'apparition de la haute définition, l'émergence de nouveaux terminaux pour regarder la télévision, notamment les mobiles et les ordinateurs et les tablettes. Il y a des nouveaux intermédiaires, donc les plateformes vidéo, dont YouTube est la plus importante, mais aussi la VOD, la vidéo à la demande. Et puis le replay, hein, la télévision de remplacement. Voilà. Donc ça crée ça, de nouvelles contraintes. Notamment une des contraintes, c'est les Electronic Program Guide. C'est l'idée que devant la profusion, comment je vais créer un guide de ce que je peux voir, de ce que je vais voir, de ce que je dois voir, etc. C'est un véritable métier nouveau. Microsoft a essayé de s'y lancer pendant un temps avec Windows Media. Donc c'était l'idée que Microsoft allait devenir l'Electronic Program Guide. En réalité, on s'est aperçu que c'était très difficile de gérer un programme électronique pour les gens les plus complexes qui soient. Et aujourd'hui, une des tendances, c'est la télé connectée, c'est-à-dire on va vous proposer des vidéos en fonction de ce que vos amis, ceux qui sont dans votre média social, écoutent à l'instant T. Alors si on regarde les usages audiovisuels en 2014, c'est une enquête qui a été faite par le CSA. Hein. Donc en 2014, en pourcentage de la population, on distingue deux parties, hein, ce qui est gratuit et ce qui est payant. Et dans le gratuit, c'est bien évidemment la télévision. 97% des gens regardent la télé. Donc on est la télévision qui reste l'usage principal. Ensuite, les jeux vidéo gratuits. Oui. Après, il y a la télévision de rattrapage, TVR, donc le replay. Et là, on s'aperçoit qu'il y a une progression. Ce qui augmente, c'est la télévision de rattrapage et les vidéos par l'audiovisuel via les réseaux sociaux. Voilà. Donc ça, c'est ce qui augmente. Et ce qui baisse, c'est les vidéos physiques, c'est-à-dire l'achat de DVD. Là, voilà. Durée quotidienne, là c'est significatif. Hein, 282 minutes à la télé, 77 sur Internet et 31 dans la vidéo sur Internet. Donc on voit bien quand même ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire restons réalistes, c'est la télévision qui tient le lead, mais c'est l'Internet qui tient l'innovation. Et donc on est dans cette espèce de contradiction. Le leader, pour rester leader, doit savoir s'appuyer sur l'innovation, même si elle est minoritaire. C'est une règle fondamentale de l'économie du numérique et de l'économie de l'attention aussi. Alors, l'autre aspect, c'est l'existence du second écran. C'est-à-dire, en fait, il devient de plus en plus difficile de juger des usages quand, en même temps qu'on regarde la télé, les gens pratiquent le second écran. Ils lisent leurs mails, ils font des tweets, ils commentent la télévision sur les médias sociaux, avec leur tablette ou avec leur téléphone mobile. Donc, deux écrans en même temps est devenu une pratique, disons, habituelle, notamment parmi les jeunes. Dans les statistiques là, que je regardais, il y a cette pratique qui est une pratique courante. Les jeunes, c'est-à-dire c'est les 15-25 ans, l'ont fait au moins une fois en regardant un programme télé, de le commenter via un média social ou de lire les commentaires de leurs collègues. Alors, encore deux éléments de background sur la télévision. C'est qu'en fait, la télévision, puis derrière la vidéo, le cinéma, c'est une économie de prototype. Alors, dans l'économie de production de masse, on a créé un prototype, la première voiture, mais après, on rentabilise ce prototype sur la vente de chaque élément particulier. Et on peut adapter, à chaque fois qu'on fabrique une voiture, on peut adapter le prototype, ce qui fait que, par exemple, une voiture, même si la ligne générale reste la même, tous les ans, elle va avoir des règles particulières, des méthodes particulières.
Dans l'économie culturelle, tout l'argent doit être investi avant qu'on ait vendu le premier exemplaire. Pour faire un film, eh bien, il faut avoir investi tout l'argent avant d'avoir même sorti le film. Et donc si c'est un bide, on a un problème. Voilà. Donc la rentabilité, on ne le sait qu'après. Et donc il y a une notion de pari. Être éditeur, c'est être un parieur. Être un producteur, c'est être un parieur. Et donc on parie en permanence. Alors le pari varie en fonction, quand on a imprimé 1000 livres, voilà, ça n'a pas coûté une fortune. Si ça n'en vend pas, bah, tant pis. Mais quand on en a imprimé 400 000, ça devient déjà plus compliqué. Bon, le livre encore, on arrive à le faire pas à pas. Mais quand on a investi dans la production d'un disque ou d'un film, ben, il faut rentabiliser après. Et ça dépend beaucoup des goûts du public à ce moment-là, de ce qui va se passer dans le public à ce moment-là. D'où le fait que pour compenser cette économie de prototype, les gens des métiers de l'audiovisuel ont tendance à favoriser les reprises. Rocky 1, Rocky 2, Rocky 3, Rocky 4, Rocky Balboa. Voilà, donc, j'ai des vedettes. Une vedette, c'est bien, ça attire forcément une partie du public. Et on s'aperçoit même que le vedettariat se transmet de père en fils, de père en fille. Enfin, on a un héritage du vedettariat justement pour essayer de garantir. C'est une logique du système qui a besoin d'avoir une assurance, une garantie de sa production. Enfin, un des autres éléments importants du basculement qu'on observe à l'heure actuelle dans l'usage des médias, c'est ce qu'on appelle la délinéarisation. C'est-à-dire le fait que je ne vais plus suivre les choses de manière linéaire, je ne suis plus à 20h à regarder le journal et à 20h30, 45 à regarder le film, etc., en fonction d'un programme qui serait fourni par quelqu'un d'autre, mais je choisis parmi les éléments de programme, à l'heure où je veux, de les regarder. Ce n'est pas encore tout à fait ça, on est bien d'accord, hein, mais il y a la tendance va dans ce sens-là, va dans le sens d'une délinéarisation. Je n'achète plus le journal le matin, mais je vais lire les articles, quelques articles et pas tout le journal. J'ai une pratique de plus en plus éclatée et à mon rythme de l'accès aux médias. Le problème, c'est comment insérer la pub dans ce cadre-là. Dans le cadre du programme défini une fois pour toutes, on peut dire juste avant le journal télévisé, la pub vaut plus cher qu'en plein milieu de la journée. Voilà. On a des règles comme ça, on sait à quel moment il faut mettre la pub pour toucher des gens, parce que si personne regarde la pub, personne ne va payer non plus pour la pub. Donc voilà, donc comment trouver ça ? La réponse de Google aujourd'hui, qui est de mettre une pub en insert avant chaque vidéo, elle commence à vous lasser, n'est-ce pas ? Elle vous énerve même pas mal. Donc peut-être que ça n'aura qu'un temps. Voilà. En même temps, tous les spécialistes des médias savent que les nouvelles pratiques mettent très longtemps en fait à se généraliser. Donc dire aujourd'hui par exemple que la délinéarisation de la télévision ça ne marchera pas, c'est une absurdité. Ce n'est pas parce que ça reste minoritaire. Madame Ernotte, qui dirige maintenant France Télévisions, veut faire un YouTube à la française, c'est-à-dire elle a bien compris que tous ces programmes diffusés par France Télévisions, tôt ou tard, ils vont être dans des systèmes à base de replay, à base de télévision de remplacement, à base d'accès différés, voire même avec des années après. Et puis, elle connaît bien cette courbe des pratiques culturelles qui fait qu'une fois qu'on va avoir le matériel pour stocker l'incentive en fait pour stocker des documents, et on va redonner vie à des choses plus anciennes. Donc voilà. Est-ce que c'est la fin de la télé ? Oui et non. C'est non parce qu'elle est toujours dominante, très largement dominante, et oui parce qu'en fait c'est Internet qui est un métamédia, il absorbe les autres médias en son sein. Et lui-même, Internet n'est pas un média en fait, hein, c'est une collection de médias séparés qui chacun tire leur pelote, la presse d'un côté, la télévision de l'autre, etc. Mais néanmoins, les règles de l'usage par Internet fixent en fait, même si elles sont minoritaires, la tendance de développement. Alors, ce qui représente au mieux cette évolution
des médias vers des plateformes qui disposent de programmes qui sont utilisés à la demande, c'est YouTube. YouTube créé en 2005, hein, donc par 3 jeunes gens. La petite histoire raconte qu'ils voulaient échanger des vidéos et qu'il n'y avait pas moyen, c'était trop gros pour l'envoyer par mail, il n'y avait pas de serveur pour ça, et donc ils disent on va faire un serveur qui permet de monter, uploader sa vidéo et puis après de la diffuser. Et voilà la première vidéo, c'est Me at the Zoo. Donc c'est le, comment il s'appelle, c'est Jawed Karim, le développeur de YouTube, qui est filmé au zoo. Quand même, cette vidéo a été vue plus de 16 millions de fois. D'accord, elle est historique. Mais, alors, l'idée à l'époque, c'était, je ne l'ai pas là, c'était broadcast yourself. Je vais revenir tout à l'heure. Je vais laisser YouTube présenter sa propre histoire. When we first started, it was just trying to share these clips with one another. We saw the power of simplifying a process and giving everyone a solution. Hi YouTube, we just want to say thank you. Today we have some exciting news for you. We've been acquired by Google. Hello? Johnny, that really hurt. I'm Clara. I'm 91 years old. This is the CNN YouTube debate. Yes, we can. One of the features of growing old is heightened awareness of change. Is this real life? Oh my God, you're walking. We can't handle it. Justin Bieber's getting ready to go down. People who are taking these pictures are literally risking their lives to do what they're doing, and YouTube gives them a venue. Your device is on. Yeah. Les chiffres sont quand même impressionnants. On arrive là à 72 heures de vidéos uploadées toutes les minutes. Plusieurs millions de personnes qui regardent des vidéos au même moment. Donc on est sur un système, une plateforme qui capte véritablement l'ensemble de ce qu'est la vidéo sur le web. Il faut être clair, si on regarde les chiffres, c'est 80-90% de la vidéo sur le web, c'est YouTube, et les autres se partagent les miettes. Les Dailymotion, Vimeo et compagnie se partagent les miettes. Voilà. Alors ce qui est intéressant aussi dans la manière dont YouTube présente soi-même son histoire, c'est cette idée qu'il va y avoir sur la même plateforme à la fois les choses individuelles, hein, le jeune garçon qui ressort du dentiste, et les événements de l'histoire, les printemps arabes ou qu'est-ce qu'on a vu, l'élection de Obama et son slogan « Yes we can ». Donc voilà, on met en fait l'idée d'égalisation des possibilités offertes. Tout le monde est sur la plateforme, que le meilleur gagne. Voilà. Ce qui est une différence fondamentale avec la logique de la télévision, où justement il y a un programmateur qui se doit de sélectionner en fonction de l'audience attendue. Là, on est vraiment sur la logique de la longue traîne, et un certain nombre de choses vont percer. Donc, avec des chiffres vraiment impressionnants, et la possibilité, alors l'autre élément qui a fait le succès de YouTube,
c'est que ça n'est pas uniquement un site sur lequel on va pour regarder des vidéos, mais c'est un site qui exporte un player sur des blogs, des journaux, des choses comme ça, et donc qui devient en fait une infrastructure. C'est à la fois un site et un service et une infrastructure pour l'ensemble de la diffusion vidéo sur le web. Par contre, ce que ne dit pas la petite vidéo promotionnelle de YouTube, c'est que depuis qu'ils existent, ils n'arrivent pas à faire d'argent. Parce que justement, ce travail d'infrastructure demande beaucoup d'investissement. Ce n'est pas pour rien que d'un point de vue général, le capitalisme laisse les États faire l'infrastructure. Or là, YouTube a fait lui-même sa propre infrastructure. Donc des machines hyper puissantes, hyper rapides. Et puis surtout, la vidéo, pour rester lisible, il ne faut pas qu'il y ait un délai entre l'envoi du signal et la réception. Sinon, on obtient un jitter, une espèce de saccade qui empêche la vue de la vidéo. Ce qui veut donc dire qu'on s'arrange pour que le serveur qui va vous distribuer la vidéo soit le plus près possible de chez vous. Et bien sûr, ces serveurs-là, ces serveurs relais, on appelle ça un CDN, Content Delivery Network, ne peuvent pas avoir toutes les vidéos de YouTube. Donc ils vont avoir sur place les vidéos les plus lues à l'instant T. Et donc YouTube fait un travail en fait de déporter au plus près de chaque lecteur les vidéos qui vont être les plus lues. Ce qui veut dire qu'on retrouve très exactement cette courbe de l'audience qu'on a vue tout à l'heure avec cette zone de l'audience en fait qui est stockée à l'intérieur du CDN. Sachant que le reste est toujours effectivement disponible très sur un serveur. L'accès sera plus difficile. Or ça, c'est vraiment une infrastructure très lourde et qu'aujourd'hui Google essaye par tous les moyens de rentabiliser, ce qui explique la surpublicité sur YouTube et ce qui explique y compris l'énervement. Alors, we provide the platform, you provide the inspiration, comme dit la petite vidéo, c'est la notion de user-generated content. C'est-à-dire, YouTube dit, c'est vous, je crois que c'est, là, voilà, broadcast yourself. Ça, c'est un extrait sur archive.org, c'est un extrait de YouTube tel qu'il était en décembre 2005. Et le titre, c'était YouTube, broadcast yourself, watch and share your video worldwide. Donc, voilà. Donc c'était l'idée que vous allez mettre vos propres vidéos, Me at the Zoo, qui est le modèle quelques mois avant dans le lancement. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir les recently viewed à une seconde, il y a une seconde, il y a 2 secondes, il y a 2 secondes. Ça serait devenu impossible maintenant puisque en 1 minute, je ne sais plus combien ils ont dit qu'il y avait de journées de vidéos qui étaient vues. Enfin voilà, donc c'était bien se dire qu'on est là dans les tout débuts. Et donc l'idée, c'est broadcast yourself, c'est cette vidéo qui est un tube. 777 millions de personnes qui ont vu Charlie m'a mordu encore. Je répète, 777 millions. Donc l'idée que les utilisateurs vont générer un contenu qui va être rendu disponible en ligne. Ça continue. Ça va. Donc ça continue, on continue toujours à mettre les vidéos de mariage et des choses comme ça sur YouTube. Ce qui ne se fait plus, c'est de mettre de la musique derrière parce que problème de droit d'auteur. YouTube, en fait, a porté sur l'utilisateur qui générait le contenu la responsabilité des droits d'auteur. Et quand les gens mettaient en ligne des extraits de télévision, des extraits de matchs de foot, des choses comme ça, YouTube disait « c'est eux qui mettent en ligne, moi je suis là, je ne peux pas être derrière tout le monde, etc. » Et donc, YouTube s'est comporté pendant 5-6 ans comme un maverick, un bandit par rapport à la propriété intellectuelle, jusqu'à devenir assez gros pour négocier. Et donc après, il est devenu assez gros, il s'est mis à négocier avec les producteurs de musique, avec les producteurs de films, de vidéos, de choses comme ça, en disant OK, on va partager les revenus publicitaires. Ce qui fait que c'est devenu un accord intéressant pour les producteurs de vidéos qui ont ouvert des
canaux personnalisés, des canaux professionnels en fait. L'autre élément, c'est YouTube donner une nouvelle vie à la webcam. Les premières vidéos sur YouTube, c'était vraiment des ados qui chantaient, on avait la musique en background et ils chantaient devant leur webcam, ou tout ça. Enfin, c'était les premières choses que j'ai regardées avant qu'on ne retrouve en fait ce qui était extrait des médias dominants, des séquences de foot, des choses comme ça. D'autant qu'au démarrage, bien évidemment, on n'avait pas les longues vidéos en HD qu'on a maintenant, mais on avait des très courtes vidéos. Alors, ça a été filmé en 84, c'est-à-dire avant YouTube, mais ça a été mis en 2007 sur YouTube et ça a connu un grand succès et ça a généré toute la logique des lolcats, des vidéos où on fait jouer des chats. Voilà. Vous croyez que les lolcats sont venus avec l'Internet? Je coupe parce qu'on n'a pas énormément de temps. Après. Ça date de 1894. C'est les tout débuts de la télévision. Enfin, le tout début du cinéma. Et dès le début, dans les studios Edison, ils ont fabriqué un lolcat d'époque. Donc, on a les chats boxeurs, 1894. Voilà. Donc, allez chercher quand même très, très loin dans l'histoire le succès des chats sur Internet. Alors, d'autres formes d'expression, celle-ci est intéressante. C'est quelqu'un qui a pris une photo de lui tous les jours pendant 6 ans, même position, etc. Et c'est donc un travail artistique important et qui a connu ensuite plein de suiveurs, de gens qui ont fait le même processus, quelqu'un qui fait un voyage et qui se prend tous les jours dans son voyage et ainsi de suite. Voilà. Outre d'être un récipient donc, pour les choses artistiques fondamentales comme les lolcats, YouTube voit se développer des chaînes personnelles. C'est des individus qui font des chaînes sur un sujet qui les intéresse et qui, à partir de ce moment-là, vont devenir des professionnels, des YouTubers. Hi everyone, I'm Michelle Phan and welcome to my YouTube channel. Think of me as your beauty Donc, bestie. I want all of you to tous les gens qui font des cosmétiques, travaillent de présentation de cosmétiques, par exemple, à la veille de... À la veille de Halloween, il y a toutes les vidéos qui expliquent comment se faire un beau maquillage de Halloween, etc., etc. Et donc avec des gens qui deviennent suffisamment célèbres pour que les maisons de cosmétiques leur envoient les choses et qu'ils gagnent de l'argent avec la publicité qui est partagée avec YouTube. On a PewDiePie, celui qui gagne le plus d'argent, le YouTuber le plus riche, qui commente en direct des jeux vidéo. Il est en train de jouer, il commente en direct. Et il est le 31 millions d'abonnés, 6 milliards de vues sur ces vidéos. Voilà. Donc cette idée d'une professionnalisation de chaînes personnelles, vous avez vu que la semaine dernière s'est tenue à Paris une rencontre des youtubeurs français, donc des gens qui en vivent et parfois très bien. La seule chose qu'ils n'avaient pas le droit de dire, les attachés de presse y faisaient très attention, c'est combien ils gagnaient puisqu'ils sont tenus par un accord de confidentialité avec YouTube. Une des premières applications professionnelles sur YouTube, on est là en 2006, c'est Lonely Girl 15. Alors là, c'est intéressant parce que, donc je vous disais, YouTube, fin 2005, début 2006, c'était Broadcast Yourself, c'était des gens devant leur webcam qui racontent des histoires. Et donc là, on a Brie qui... C'est ma first vidéo.
Et donc qui se met à raconter ces histoires comme histoire d'adolescente. Et donc elle obtient tout de suite, parce que c'est de grande qualité, elle obtient tout de suite un grand succès, jusqu'à ce qu'on s'aperçoive en juin 2006, donc 6 mois après, qu'en fait c'était une entreprise de publicité qui avait monté ça pour montrer en fait à ses prospects que YouTube pouvait être un média où on faisait des choses. Et que ce n'était pas seulement des ados en train de chanter devant leur glace ou des mauvaises images, mais qu'on pouvait imaginer des formats adaptés à YouTube. Voilà. L'auteur, c'est son premier, Jessica Lee Rose, elle sortait d'école de théâtre et elle a hésité à prendre le rôle parce que ça ne s'était jamais fait et elle n'avait jamais joué dans aucun autre film. Vous voyez le genre de contradiction. Il y a eu un grand débat quand c'est paru. Les gens ont eu l'impression de s'être fait arnaquer, puisqu'ils avaient cru que c'était vrai et ils se sont aperçus que les textes étaient écrits par un scénariste, c'était une actrice qui le jouait, etc. Joue bien d'ailleurs. Voilà. Alors, un des aspects de YouTube, c'est le travail sur la viralité. Et YouTube a un algorithme qui fait qu'au moment où on upload une vidéo, ils savent à peu près, en fonction de ce qu'il y a dans la vidéo, ils savent calculer, disons, que telle vidéo peut devenir virale. C'est-à-dire d'un seul coup peut exploser en nombre de vues. La vidéo qui a eu la plus grande explosion comme ça, c'est 30 millions de vues en une même journée, le jour de son lancement. C'est Kony. Alors, c'est compliqué d'expliquer en 2 mots. Kony, c'est quelque chose qui a été fait par une association américaine pour lutter contre les enfants envoyés à la guerre dans un pays d'Afrique. Mais en réalité, on s'est aperçu par la suite que rien n'était aussi simple que ça et que derrière les bons sentiments se cachaient des tas d'autres choses. Mais la vidéo a eu une telle viralité, donc 30 millions de vues dès le premier jour. 34 millions même. Alors, l'autre élément sur le YouTube, c'est la diffusion de mashup. Plutôt c'était parce que bon, on en a de moins en moins de disponibles à cause justement des nouvelles règles de droit d'auteur. Alors là, il va falloir baisser le son parce que cette vidéo, mais je crois que je vous l'ai déjà montré, c'est George Bush et Tony Blair qui font une chanson d'amour. Donc c'est à nouveau, j'en avais déjà parlé, la notion de l'humour comme moyen de résistance politique très très forte sur Internet. Alors c'est pas la première fois. En 1941, Charles Ridley à Londres, il y avait une musique qui s'appelait The Lambeth Walk, qui a été un grand succès de danse dans les années, à la fin des années 30. Et en 1941, Hitler interdit de danser. Donc il interdit The Lambeth Walk. Le jazz pouvait continuer à exister, mais on ne pouvait pas danser. Et donc Charles Ridley fait le premier mash-up politique à partir du film de Leni Riefenstahl, À la gloire de Hitler. Elle le transforme sur le rythme de The Lambeth Walk en une danse. L'histoire raconte que Göring, quand il a vu cette vidéo, est rentré dans une rage folle et qu'il a inscrit Charles Ridley en tête de la liste des gens à fusiller le jour où les armées hitlériennes prendraient Londres. Alors YouTube est devenu aussi un système de direct, hein, avec des événements qui sont faits pour YouTube, dans lequel YouTube devient le premier lieu de diffusion. Le plus connu d'entre tous, c'est le show de Félix Baumgartner, hein, qui, quand même, 150 personnes mobilisées pendant 1 an et demi pour cette vidéo.
pour la réalisation de cette vidéo, le saut, l'étude, le ballon stratosphérique, etc. Et des millions de personnes qui la regardent sur YouTube, puisqu'elle ne sera diffusée qu'après à la télévision. Voilà. Alors le concurrent de YouTube, le seul un peu crédible aujourd'hui, c'est Netflix, qui lui part d'une toute autre logique. Lui, il vient du monde, Netflix s'est créé en envoyant par la poste des CD. Donc système de prêt de CD par la poste, qu'il a essayé d'arrêter d'ailleurs il y a 2 ans, et le public voulait toujours que ça continue. Et donc Netflix part complètement à l'opposé, c'est la diffusion de films, non plus du broadcast yourself, mais j'ai une plateforme de vidéos à la demande, mais elle est forfaitaire. C'est-à-dire vous payez un forfait et vous avez accès à tout mon catalogue de films, Netflix se chargeant de négocier avec les majors. Donc ça devient un truc tellement important que Netflix se donne les moyens de créer lui-même des vidéos, des séries. Il devient producteur de séries. Et ça, c'est un premier basculement où il nous faut réfléchir par rapport à la télévision. C'est qu'on a aujourd'hui la plupart des grandes plateformes qui deviennent producteurs de séries télé. Donc on a Amazon, on a Netflix, il y avait HBO qui était intermédiaire, etc. Donc HBO travaillait avec Hulu, une plateforme qui s'appelle Hulu. Et donc Google a des projets aussi d'écrire des séries. Donc sur ce média qui est devenu le média dominant parmi la jeunesse, c'est-à-dire les séries, aujourd'hui on n'a plus seulement la télévision qui les produit et d'autres qui les diffusera ensuite, mais on a des premiums qui sont en dehors du monde de la télévision. Donc là aussi, un nouveau type de concurrence. Concurrence qui est marquée, vous avez vu qu'il y a 1 an, donc Netflix a été introduit en France. Bon, son succès est mitigé, c'est toujours Canal Play qui est la plus grande service de vidéo à la demande en France. Par contre, ce qui est intéressant, et ce que souligne André Gunter, quand on regarde la publicité de Netflix lors de son introduction, c'est qu'il visait objectivement un autre écran que la télévision. Voilà. Ce n'était pas la télé qui était son objectif numéro 1, c'était les autres usages, les autres écrans. L'ordinateur, le téléphone mobile, etc., etc. Alors on est aujourd'hui à une phase, donc je vous disais tout à l'heure que ça serait absurde du point de vue des gens de la télé, d'ailleurs ils ne le font plus, ils l'ont fait un peu mais c'est fini, de penser que ce qui se passe sur Internet c'est minoritaire et que donc ils ne sont pas impactés par la réalité d'Internet. Mais au contraire, il y a un aspect de recomposition globale, un rapprochement, donc télé-câble, télécom. Le câble lui-même étant lui particulièrement en danger, puisque les gens ne vont plus s'abonner à des bouquets de télévision pour avoir le choix, mais ils vont s'abonner à des systèmes de vidéo à la demande. Le câble s'en sort particulièrement aux États-Unis, puisque c'est eux qui sont en fait les transporteurs. C'est principal, l'Internet au débit est fourni par le câble aux États-Unis. En France, c'est un peu plus compliqué. Bon, on a la création de nouvelles télés de niches, mais enfin, c'est des niches qui sont quand même importantes. Quand on regarde Twitch, Twitch accompagne l'émergence d'un nouveau passe-temps, une nouvelle passion, qui est le e-sport, donc le sport au travers des jeux vidéo. L'émergence de combats organisés, des championnats du monde de jeux vidéo. Et donc cette télévision, Twitch, a été rachetée l'an dernier par Amazon. Donc qui a bien compris la puissance de ce... On est dans une niche, mais qui est une niche qui se développe énormément. Et en fait, cette télévision n'est pas une vraie télévision avec un flux unique, mais un ensemble de niches. On peut suivre des personnes quand elles jouent, elles annoncent qu'elles vont jouer, etc. Il y a bien sûr les grands moments, les championnats du monde de League of Legends ou des choses comme ça qui sont filmés, mais il y a toute une série de points d'accès sur une télé comme Twitch. Alors, on a la même chose, mais là, beaucoup plus de niches. C'est live coding, ce sont des développeurs qui codent en live.
comprenez que c'est quand même déjà beaucoup plus restreint, mais donc avec la possibilité de suivre un développeur dont on aime bien le travail, le style, de découvrir en avance des nouveaux langages, des nouvelles méthodes de programmation, etc., etc. Donc une espèce de télévision de niche. Mais les télévisions de niche, ça existe déjà, ça s'appelle la TNT. Et donc aujourd'hui, la TNT est confrontée à la concurrence directe des télévisions sur Internet, d'autant que quand on s'y prend bien, ça ne coûte pas très très cher. Il y a même un logiciel libre qui s'appelle Mediadrop qui permet de créer sa chaîne télé, son YouTube personnel, sans problème. Voilà. Alors, le problème de la publicité sur les vidéos, c'est vraiment qu'elle est très intrusive, quoi. Je dirais, la publicité sur les pages de journaux, de médias imprimés, enfin de médias imprimés repris sur Internet, est devenue de plus en plus intrusive. C'est devenu de plus en plus difficile de lire l'article, quoi. Non seulement on avait de la publicité autour avant, mais maintenant elle se met au-dessus, elle se ajoute, il faut cliquer pour l'enlever. Et de toute façon, très souvent, on a même l'obligation de regarder une vidéo avant de pouvoir accéder à la page écrite. Donc là, effectivement, on a un problème de la publicité, mais qui se double du partage des revenus. Et donc, comme toujours, on crée parmi les gens qui vont se broadcaster, hein, justement, un intérêt pour cette publicité, puisque eux, ça va être leur moyen de vivre. En même temps, et c'est ce qu'il faut remarquer, c'est que YouTube a réussi là où les bibliothèques du monde n'ont pas réussi, c'est-à-dire à stocker tout ce qu'on peut disposer en vidéo sur les événements les plus importants de la planète. Voilà. Et donc là, on a le premier pas d'un homme sur la Lune. Ben, si vous voulez le voir, ce n'est pas sur une bibliothèque, fût-elle nationale aux États-Unis, que vous pouvez le faire, c'est sur YouTube. Donc il faut aussi qu'on mesure ce qui s'est passé avec l'existence de YouTube. C'est une immense bibliothèque de médias que l'on peut ensuite utiliser et déporter sur ses propres pages, que l'on peut réutiliser. C'est là ce que donne la licence YouTube Standard. Voilà. Qui a la majeure, puisque c'est la licence de base, c'est celle qui a la majeure partie des utilisations sur YouTube. Quelques vidéos sont par ailleurs en Creative Commons. Voilà. Donc c'est les usagers qui ont fabriqué cette bibliothèque mondiale. Donc ça a été beaucoup de gens qui ont déposé leurs fonds de vidéo, leurs vieux clips des années 60, des Scopitones, qui ont déposé des extraits de films, des choses comme ça. C'est devenu tellement gros qu'ensuite, c'était les organismes. Hein, la NASA a une chaîne où elle a déposé toute une série de vidéos historiques sur l'histoire de la conquête spatiale. Bon, il y a des institutions qui finissent par déposer sur YouTube. Et on pourrait se poser le problème de pourquoi les bibliothèques ne proposent pas une telle institution dans laquelle on pourrait déposer toutes les vidéos qui ont un sens politique, historique, scientifique, etc., etc. Alors il y a bien sûr Canalu, bonjour Canalu, qui permet de distribuer les cours d'université, donc le YouTube des universités. Il y a ce projet donc, de Madame Ernotte de faire un YouTube de la télévision publique française. Il y a d'autres petites choses qui peuvent se mettre en place comme ça, mais il faut bien mesurer un autre aspect de l'économie de l'Internet qui est l'effet de réseau. Celui qui s'est installé le premier sur un métier va bénéficier du développement des autres. C'est-à-dire à chaque fois qu'il y a d'autres plateformes qui se créent, ça valorise quelque part le fait que ce premier avait la bonne idée et comme c'est lui qui a le maximum d'informations, c'est vers lui qu'on va se tourner aujourd'hui. La preuve, les cours de culture numérique sont sur Canal U et puis, in fine, depuis l'année dernière, il y a une recopie sur YouTube, donc qui montre bien que la bibliothèque YouTube va augmenter proportionnellement même à l'augmentation des autres bibliothèques autour de YouTube. Et ça, c'est un effet là aussi spécifique, donc l'effet de réseau, sur lequel il faut avoir une attention économique très importante. Et donc il faut mieux être le premier à avoir une bonne idée, la mettre en place très vite, même si elle n'est pas parfaite, éventuellement se comporter en maverick comme l'a fait YouTube vis-à-vis du contenu, du droit d'auteur, etc. Il sera toujours temps de négocier après quand vous serez le premier sur un secteur.
Ça aussi, c'est une leçon de l'histoire du développement de l'Internet qui ne correspond pas, c'est sûr, aux mentalités en France, hein. Bon, voilà. Qui explique peut-être des reculs. Ce n'est pas forcément une bonne mentalité, hein, de se comporter comme un voyou jusqu'à ce qu'on soit assez gros pour gagner, mais le problème, c'est que nos États ne savent pas empêcher ça. Ne savent pas empêcher Amazon de vendre à perte, quitte à concurrencer tous les libraires de la ville, ne savent pas empêcher YouTube de diffuser pendant des années sans avoir négocié avec les tenants. Là où par contre le moindre étudiant qui oserait diffuser les paroles de Jacques Brel, comme ce fut le premier procès qui a eu lieu en France, lui, il en prendrait. D'accord ? Bon, voilà. Donc on a aussi ce type de problème de citoyenneté vis-à-vis de ces grandes plateformes. YouTube nous montre enfin que l'avenir du web, c'est le devenir du web, c'est de devenir plateforme. Et donc l'objectif de tout le monde, c'est non plus seulement d'être un diffuseur, YouTube diffusant l'information, mais YouTube servant d'infrastructure et de plateforme pour que ces vidéos soient distribuées par d'autres. Donc là aussi, modèle coopératif, ce qu'essaye aujourd'hui de reprendre Facebook, puisque Facebook ne voudrait plus avoir la plateforme YouTube comme support, mais distribuer elle-même ses propres vidéos pour bénéficier elle-même de la publicité sur les vidéos qui sont recommandées à l'intérieur du réseau social. Voilà. Ben, je vous remercie. Des questions? On est en avance pour une fois. Non? Eh ben alors bon week-end.